Alors, très clairement, c'est cash, c'est vivant, c'est émouvant, c'est engagé, c'est debout les femmes. Pourquoi François Ruffin avoir fait ce documentaire sur ces métiers du lien? Bon. D'abord, je vous remercie de m'inviter. Et je veux dire que j'interviens ici avec une grande modestie parce que je ne suis pas un spécialiste des sigles, des chiffres. Voilà. Donc, il y a plein de personnes dans cette salle qui ont une bien meilleure connaissance de ce métier-là, de ces métiers-là que moi. Maintenant, je pense que je peux avoir une fonction qui est de tenter de rendre visible ce qui est le plus invisible. Hein. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui, dans Le Petit Prince, disait « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Et je pense qu'on a là, alors j'entendais, puisque je suis allé boire un café avec vous, beaucoup de personnes qui disaient que les EHPAD déjà ont tenté de les rendre invisibles, mais qu'il y avait les invisibles des invisibles, c'était les personnes qui travaillent au maintien à domicile. Et il y a un parti pris chez moi, à la fois dans le rapport parlementaire et dans le film, qui est le parti pris des salariés. C'est par cet angle-là que j'entre dans la question, pour des raisons qui sont liées à mon parcours. Je vous raconte comment je suis rentré sur ces métiers que j'ignorais. Moi, je suis un spécialiste de l'industrie. Et dans mon coin, j'ai fait toutes les fermetures d'usines. Honeywell, Magneti Marelli, Goodyear, donc je suis de la Picardie, on a le choix, quoi. Et même Flodor, je dis quand même les chips quittent la Picardie, vous voyez. Bon. Et chez Flodor, par exemple, je passe 3 ans après pour voir que sont devenus les salariés. Les hommes, ils sont devenus caristes, camionneurs. Les femmes, c'est assistantes maternelles, auxiliaires de vie sociale. Et donc une réorientation très genrée. Je discute avec elles, ces métiers que je ne connaissais pas, et d'emblée, il y en a qui, la plupart disent bah, moi j'aime bien ce métier, ça donne un sens, je m'occupe des enfants ou je m'occupe des personnes âgées. Bon, les copines à la chaîne, ça me manque un peu, mais quand même. Et directement, dès les premières minutes, il y en a qui craquent parce que elles sont parents isolés et que le frigo est vide, que c'est l'angoisse sur comment on va faire pour nourrir les gosses à la fin du mois, quoi, très concrètement. Et donc, à partir de ce moment-là, je démarre des reportages pour mon journal qui est Fakir sur ces métiers-là, que moi je ne connais pas. L'industrie, je connais, les centres d'appel, je connais, enfin, il y a certains... donc je les suis très concrètement dans leur métier, ce que là on va faire avec une caméra et au nom d'une mission parlementaire avec Gilles, mais au fond j'ai déjà fait un très long repérage comme journaliste. Ce que je vois, c'est évidemment des salaires indignes, et moi je refuse de poser la question seulement en termes d'attractivité des métiers. On y reviendra, mais l'attractivité, c'est dit dans le film, et l'attractivité, c'est un moyen pour attirer les gens. Mais les gens, ils ont besoin de dignité. Il faut qu'en soi, le salaire soit digne et qu'ils puissent en vivre. Quand bien même, il y aurait déjà plein de main-d'œuvre qui irait sur ces métiers-là, il faut quand même que les gens qui sont dans ces métiers-là, ils en vivent correctement. Donc ça, c'est évidemment... Mais pourquoi il y a des salaires partiels? C'est parce que c'est du temps partiel. Et donc, très massivement, des personnes se retrouvent, donc je les suis, mais vous le connaissez, mais ceci dit, ça appartient tellement, vous savez, au paysage social, que des fois, ce paysage social-là, il faut s'évertuer à le mettre au premier plan pour pas qu'on considère que c'est le décor. Mais voilà, on se lève tôt le matin, on va aider une personne âgée à se lever, on va l'aider à se laver, on va lui préparer son petit déjeuner. Éventuellement, il va y avoir 2-3 personnes à faire comme ça. Un trou dans l'emploi du temps. On va revenir vers midi. On va manger dans sa voiture ou sous un abribus si on n'a pas de voiture. Et il va falloir revenir en fin de journée pour refaire la même chose en sens inverse. Donc là, il y a vraiment à la fois, ça ne permet pas de vivre sur le plan des salaires, mais même sur le plan des horaires. Comment on s'occupe de ses enfants, comment on a une vie sociale, comment on a une vie familiale quand on a ça qui est cassé, un emploi du temps qui est cassé dans tous les sens. Ensuite, je m'engage sur cette question-là. Même avant d'être député, on mène des actions avec des auxiliaires de vie qui sont condamnés à passer de prestataires en mandataires. Je pense que pour ici, vous connaîtrez dans la Somme qui n'a pas été un département particulièrement progressiste sur ce terrain-là. Et évidemment, quand je suis député, j'essaye de faire la seule chose que je peux faire, c'est-à-dire une mise en lumière. Ce n'est pas moi qui fais la loi, ça ne surprendra personne. On peut faire des propositions en espérant qu'en face, il y a des contre-propositions. Donc on lance cette mission où on me met Bruno Bonnell comme co-rapporteur et je dois dire que ça s'est bien passé. Donc Bruno Bonnell, député La République En Marche. Député La République En Marche, ouais. Là intervient le Covid, qui est un révélateur. Moi, je dis comme on le dirait en photographie. C'est-à-dire que ce qui était une intuition personnelle, mais déjà partagée par un certain nombre de spécialistes du secteur, du caractère essentiel de ces métiers-là,
ça surgit, ça apparaît au premier plan, et on a ces phrases d'Emmanuel Macron, hein. Il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Et il ajoutait, citant la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. L'utilité de ces métiers-là, donc aide à domicile, auxiliaire de vie, mais moi j'ajoute assistante maternelle, animatrice périscolaire, un certain nombre d'autres métiers, l'utilité en est absolue. Et pourtant, on ne peut pas dire que ça ait grandement changé 1 an et demi après les faits. Je vois 2 choses. Alors, vous en avez parlé, j'allais en parler, mais il y a l'abandon de la loi grand âge, évidemment. Mais vous savez, j'étais au congrès des maires de la Somme vendredi dernier. Et je discute comme ça avec des maires. Alors, le plan de relance, vous avez fait quoi avec ? On a refait l'église, on a refait le puits au milieu du village, tout ça. Je ne dis pas que ça ne soit pas important que l'église, le toit de l'église, le clocher ne s'écroule pas sur les habitants. Mais manifestement, on a misé, et avec des milliards, voire des dizaines de milliards, sur du visible, sur du béton, sur de la pierre. Et je crois que, dans le même temps, on aurait pu dire que ça pouvait être un grand temps de structuration de ces métiers-là. Et on n'est pas dans le temps de structuration. Là, ce qu'il y a, alors il y a la signature de l'avenant 43, il y a des choses comme ça. Tout ce qui est à gratter, je le gratte, hein, donc je prends. Mais il faut comprendre que ce n'est pas, pour moi, sur la revalorisation du taux horaire qu'on va sortir ces métiers-là de la précarité et de la pauvreté. On va le sortir si on change le rapport aux horaires, si on change le temps de travail. C'est-à-dire si on passe de temps partiel à temps plein et qu'à un salaire partiel, on a désormais un salaire plein. Et donc, ça veut dire qu'il faut passer par du travail en tournée. Ça veut dire qu'il doit y avoir une équipe du matin qui passe de 7h à 14h et une équipe d'après-midi qui passe de 14h à 21h. Et ce que je dis, je pense, relève de l'évidence. Les aides-soignantes, elles travaillent comme ça, grosso modo. Donc c'est l'évidence que c'est vers ça qu'il faut aller et qu'on ne réglera pas le problème simplement avec plus 2%, plus 5%, plus 10%, à la fois pour le double enjeu d'avoir un salaire correct, de stabiliser les gens dans leur métier, mais aussi de leur permettre d'avoir une vie à côté. Donc, alors finalement, il y a une question un peu de l'œuf et de la poule. C'est quoi ? C'est le problème du taux horaire qui fait qu'on est sur des temps partiels ? Est-ce que c'est les temps partiels qui fait qu'on est sur des taux horaires si bas ? Non. Je pense que c'est, je veux dire, c'est pas, il y a un œuf et il y a une poule sans doute, mais c'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Pour moi, il y a dans l'inconscient de la société que les femmes, et là c'est des métiers de femmes populaires, voire de femmes populaires d'origine étrangère, donc avec un espèce de cumul de fragilité, que c'est naturel qu'elles fassent ça. Elles font ça depuis des siècles à la maison. Elles s'occupent des enfants, elles s'occupent des personnes âgées, elles s'occupent des malades, et elles l'ont fait gratuitement au domicile. Maintenant, on les paye un peu pour le faire à l'extérieur, elles ne vont pas nous embêter en plus. C'est ça l'inconscient de la société. Et donc, c'est comme si, au nom du don de soi, de l'amour, de l'affection qu'on peut avoir pour les autres, on pouvait opprimer, je ne peux pas le dire autrement, dans la durée. Et il y a une acceptation de cette oppression. Alors, moi, là où je veux faire un lien avec améliorer la condition des personnes âgées aussi. Je veux prendre le mot auxiliaire de vie sociale au pied de la lettre. Ce n'est pas auxiliaire de survie. Ce n'est pas je donne des médicaments, je donne à bouffer, je nettoie et je laisse la personne. Le terme, c'est auxiliaire de vie sociale. Ça veut dire que si on prend ça au plein sens du terme, les personnes qui sont dans mon film, non seulement on devrait venir les nourrir, et puis il y a de la parole qui s'échange, il y a de la tendresse qui s'échange, il y a tout ça. Donc ça maintient en vie aussi l'âme, et c'est quand même par l'âme que les hommes et les femmes tiennent. Mais ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir un temps pour aller accompagner au cimetière s'il y a des fleurs à déposer sur une tombe, il peut y avoir un temps pour aller au cinéma, il peut y avoir un temps pour aller à la salle des fêtes, et que l'auxiliaire de vie sociale accompagne vers ça aussi. Pourquoi je dis ça ? Parce que si on pense la réorganisation du temps de travail, qu'on pense à aller vers des temps pleins, ça veut dire qu'en effet, il va y avoir des temps de travail qui vont être très intenses. C'est-à-dire, on passe d'une maison à l'autre, on effectue un certain nombre de tâches comme ça, et il va y avoir des temps de travail qui sont plus creux. Et bien, dans ce temps creux-là, c'est du temps de vie sociale qu'on peut offrir de manière plus détendue aux gens. Je me permets encore de dire que c'est quelque chose qui vaut pour plein de métiers populaires. Cette manière de produire de l'intensification du temps de travail et de demander que chaque minute soit comptée, chaque minute soit rentable, et qu'on ne fait pas la même chose pour les métiers intellectuels. Je prends une comparaison. Par exemple, pour les agents d'entretien, auparavant, ils étaient payés en tournée,
C'est-à-dire qu'à la fac d'Amiens, ils arrivaient à 6h, ils repartaient à 13h. Et donc, il y avait un temps de travail qui était très intense entre 6h et 10h, parce qu'il n'y avait pas d'étudiants, pas d'enseignants. Et donc, on passait dans tous les amphis, on nettoyait tout. Et entre 10h et 13h, c'était plus relax. On vidait les corbeilles. Et puis, on avait le temps de prendre un café avec les collègues, voire de discuter avec des étudiants. Enfin, et on était mêlés à un collectif de travail. On est passé par la sous-traitance. Qu'est-ce que ça a produit? On a gardé le temps intense de 6h à 9h. Et de 9h à 13h, on renvoie les gens chez eux. Et je dis toujours, imaginons un journaliste qui est payé que pour le temps qu'il passe au micro où il parle à la radio. Imaginons un architecte qui est payé que pour le temps où... Non, c'est pas vrai. Il est payé en journée continue. Donc vraiment, j'insiste, pour moi, la clé, c'est de passer... Tout le reste, je prendrai. Les augmentations de 5%, de machin, le truc, là, pas le bidule, le machin, je prendrai. Mais... ce qu'il faut pour changer la condition de ces salariés et pour qu'on n'ait pas à faire des dépenses en communication, mais pour que naturellement, parce qu'elles ont envie de faire ce métier-là, mais qu'elles n'en sortent pas, eh bien, c'est pour moi la clé, c'est d'aller vers du travail en tournée. Voilà, on retient donc cette proposition de François Ruffin, aller vers du temps plein, créer de la tournée, et tout ça, ça permettra évidemment d'améliorer les conditions de vie des personnes âgées. On a bien entendu qu'on n'est pas là sur des assistantes de survie sociale, mais bien des assistantes de vie sociale. Bertrand Fagonard, je vous ai senti très attentif à ce que disait François Ruffin. Une petite réaction? Mais prenez avec un micro. Avec Monsieur Ah, mais je parlais pas forcément de divergence, je parlais juste de réaction. J'ai écouté avec, mais j'ai pas de gêne. Je dis simplement, quand on regarde la logique de nos services, de vos services, fondamentalement, il y a un problème de financement. Qu'est-ce qui fait la pression, vous diriez l'oppression, etc. Tout simplement le fait que nous n'acceptons pas d'avoir des financements à hauteur de la conception qu'on peut se faire de la vie sociale. De même, il y a un problème qui est devant nous. Dans le Ségur, on a fait des augmentations de salaire. Alors on peut juger qu'elles sont insuffisantes. Je m'en fiche. Elles sont. Ce qui est très intéressant, c'est que dans la population concernée par vos services, le taux de rendement de ces hausses est relativement modeste parce que vous êtes devant des travailleurs à temps partiel féminins, et qu'une partie du gain affiché se traduit par une baisse des prestations sociales, la prime d'activité, l'allocation de logement, etc. Et donc, ma conviction, c'est qu'il y a un gros travail à faire, mais tous azimuts, pour arriver à une conception de l'aide à domicile et de la place des salariés cohérente. Donc, j'ai aucune gêne. La seule question, c'est ça résulte d'une loi, parce que, tôt ou tard, vous êtes obligé d'aligner des financements cohérents avec la conception que vous faites. Allez, on a le temps de prendre une ou deux questions ou commentaires pour nos intervenants. Alors, Monsieur Duverger, on va vous apporter un micro. Ah ben, on va piquer mon micro. Un journaliste qui se fait piquer mon micro, François Ruffin, vous savez que c'est terrible. Je vous donne raison dans ce que vous venez de dire. Plus près de la bouche, monsieur. Alors, approchez le micro de votre... Ah, pardon, ça va là? C'est parfait. Bon, ce que vous venez de dire, vous m'enchantez. Parce que dans l'EHPAD, ils ont fait un redressement, soi-disant, des horaires. Et les femmes du matin ont 4 heures de pause avant de reprendre le travail pour finir à 21h. Alors donc de 6 heures du matin à 21h, elles ne sont pas chez elles. Et elles ont 4 heures où elles se branlent les cakes. Merci, Monsieur Duverger, pour ce témoignage, François Ruffin. On a là la traduction et l'exemple de ce... Alors là, donc là, vous me dites que ça se produit aussi en établissement, c'est-à-dire qu'on ferait faire aux aides-soignantes en établissement, au fond, ce qu'on fait faire aux caissières, pour citer un autre métier qui s'est révélé essentiel pendant la crise, c'est-à-dire qu'on leur demandait de disparaître pendant les temps creux de la journée, et elles n'avaient pas le temps non plus de rentrer chez elles. Le seul truc qui me surprend dans votre témoignage, à mon avis, ça ne peut pas être de 6h à 21h, sans vouloir vous mettre en cause, mais parce que là, on est sur une amplitude horaire qui dépasse, je crois que ça doit être 11 heures d'amplitude horaire tolérée ou quelque chose comme ça. Mais... Bon, d'accord. Non, il y a peut-être des... Alors, monsieur, juste à côté. Bonjour, monsieur Ruffin. Je voudrais vous poser une question. Je m'appelle Jean-Luc. Je suis à la Cité Verte.
Moi, je trouve que les aides-soignantes sont, comme les infirmières, sont pas bien payées. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Ce qu'on peut faire, enfin, sans vouloir, c'est d'abord, moi j'aime bien qu'on fasse Shabadabada, c'est-à-dire un homme, une femme. C'est mon film, c'est Debout les femmes, donc prenez la parole et exprimez-vous. Et je veux bien en prendre 2-3, et c'est pas pour négliger votre question, d'accord? Si vous voulez bien. Alors, on va retient reprendre. sur les salaires. Autre question ou commentaire à François Ruffin ou à Bertrand Fragonard, d'ailleurs. Allez-y, mesdames. Vous aviez une invitation de Shabadabaja. Shabadabada. Non. Bon, François Ruffin, on répond déjà à cette Bon, question-là. Je vais généraliser. Moi, il faut comprendre que, à travers ça, il s'agit pour moi de porter un projet de société. Donc, on intervient sur un métier particulier, mais pour moi, c'est un projet de société qui est porté. Je pense que le combat sur les auxiliaires de vie, c'est un combat qui est à la fois social, évidemment, puisque c'est des centaines de milliers de personnes qu'il s'agit de sortir de la pauvreté. C'est un combat féministe, puisque ce sont des métiers qui sont occupés majoritairement par des femmes. C'est pas majoritairement, c'est à 85%, il me semble, par des femmes. Mais même pour une autre raison, c'est que si ce sont plus des salariés qui viennent le faire à domicile, au fond, ce sont les femmes du foyer qui vont faire ça. Et c'est quelque chose qu'on met en lumière avec Cynthia Fleury, philosophe, dans le rapport que vous pouvez vous procurer à la sortie, mais qui est de dire que quand c'était les femmes qui faisaient tout ça au foyer, et en plus de leur travail, voire à plein temps, ça créait un certain nombre de névroses, de psychoses, et à la fin, c'était la famille qui devenait malade. Donc c'est important de ce qu'elle dit, c'est politiser le soin, faire entrer le soin dans le domaine de la société et pas seulement que ça soit dans le domaine privé et dans le domaine familial. Donc pour moi, c'est un combat social, combat féministe, et enfin, pour moi, c'est un combat écologique. Ça pose la question de qu'est-ce que c'est le progrès pour nous demain. Est-ce que le progrès, c'est d'avoir un téléphone connecté avec la 5G et à notre frigo et qui informe Carrefour Market quand il n'y a plus d'olives à l'intérieur? Et si on laisse faire, c'est le progrès qui nous est proposé? Ou alors est-ce qu'on considère que le progrès pour demain, c'est la qualité de l'éducation, des soins, des liens qu'on aura pour nos personnes âgées, nos malades, nos enfants? Vous voyez? Donc voilà, pour moi, c'est un projet de société. Mais ça pose la question, au fond, de l'histoire des 30 Glorieuses. C'est-à-dire, les 30 Glorieuses, il y a un volet qui est fort mis en lumière, c'est le bien-être matériel qui progresse. L'eau courante, l'électricité, le frigo, la voiture particulière, et un certain nombre de choses qui ont vraiment fait monter les indices de bien-être. Mais et c'est vrai, hein, il y a une connexion entre, disons, le PIB et le bien-être des habitants jusque dans les années 70. Et depuis les années 70, il y a un décrochage entre le PIB et le bien-être. Les deux n'évoluent plus de la même manière. Et dans les 30 Glorieuses, il y a eu un deuxième fait qui est quand même passé à moitié sous silence, c'est la montée pendant tout ce temps-là, en masse, des métiers liés aux soins et à l'éducation. Et les indices de bien-être, ils ont augmenté aussi par ce biais-là. Donc la question se pose pour nous de quel est le sens qu'on donne au progrès pour demain. Est-ce qu'on pense que le progrès pour demain, il va venir essentiellement de la technologie? Il ne s'agit pas de la repousser complètement, mais enfin, ou est-ce qu'on pense que ça va venir de ce continent de métiers, là, aide-soignant, infirmier, mais aussi pour moi, tous les métiers qui sont liés à l'enseignement et ainsi de suite, quoi. Donc les métiers du lien en particulier, donc on retrouve dans votre documentaire. Pour information, la diffusion de ce documentaire, si on veut le voir, si nos amis qui sont avec nous veulent le voir. C'est à partir du 13 octobre dans 150 salles en France. Et voilà, on espère que ça vive. On va libérer les droits assez rapidement, donc je vous conseille d'aller le voir en salle, hein, ça nous fera vivre. On va libérer les droits assez rapidement pour que si jamais vous voulez le diffuser dans votre association, votre EHPAD, tout ce que vous voulez, eh ben, vous puissiez l'utiliser gratuitement. Voilà. Donc pour ça, il faudra laisser vos coordonnées à la sortie. Je pense qu'on doit avoir quelque chose pour relever les personnes qui sont intéressées et qui veulent. On a une table fakir à la sortie. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux, François Ruffin. Il y a une dame qui veut prendre la parole. Pardon. Samira Bekti, on va vous... Alors, Olivier, on apporte un micro. Alors, je ne suis pas professionnelle de santé, mais je suis une femme. Donc, allez, je pose ma question qui... D'abord, je vous remercie d'avoir fait ce travail de mise en lumière, de valorisation de ces professionnels et de ces métiers.
Et du coup, j'ai une question, non pas pour le réalisateur, mais pour l'élu que vous êtes. Et pour le représentant, finalement, de tous les citoyens dans cette salle que vous êtes. Moi, je crois beaucoup à la notion d'impact social ou d'utilité sociale de ces métiers, à l'impact social de ces professionnels et de tout ce qu'ils apportent au quotidien. Et j'ai une question, finalement, qui porte assez simplement sur la façon dont vous voyez le positionnement de ces questions dans les semaines, les mois qui vont venir, où finalement la santé est un sujet dont on se parle depuis 2 ans tous les jours, d'un point de vue très sanitaire, parfois lié à des impératifs de défense. Très bien. Maintenant, comment on en fait quelque chose qui est au cœur de notre projet de société ? Vous y contribuez à travers cette initiative, mais globalement, comment nous, chacun, chacune, en tant que citoyen, en tant que professionnel dans nos secteurs, on peut y contribuer, et comment vous, en tant que représentant de ces citoyens, vous pouvez aussi contribuer à faire que ça devienne un sujet de société et pas juste un sujet sanitaire ou médico-social ou social. Bon, moi, je me considère comme un animateur de démocratie, à l'Assemblée ou dehors, peu importe, dans des films ou par des amendements. Mais donc, voilà, animer, ça veut dire faire vivre. Bon, donc, je pense que, et je l'étais avant d'être député, donc évidemment, tous ici, et je pense que si vous êtes dans cette salle, c'est parce que vous l'êtes déjà, on a responsabilité d'animer la démocratie. Et pour moi, ça veut dire, dans les semaines et les mois à venir, tout faire pour pas avoir, je vais le dire comme ça, une zémorisation du débat. Je raconte une petite anecdote, si vous permettez. Mais il y a Sophie Cluzel, secrétaire d'État au handicap, qui vient dans la Somme, et je veux qu'elle rencontre des accompagnantes d'enfants en situation de handicap. Il y en a 4 dans mon film. Donc je veux qu'elle les rencontre. Ça bloque un peu avec la préfecture et tout ça. Bon, je dis, voilà, vous allez avoir la manif, je veux pas la voir. Bon, finalement, on est reçu en préfecture. Très beau dialogue pendant 1 heure, parce que je ne nie pas que Madame Cluzel, pour des raisons personnelles, soit engagée sur ce combat-là, quand bien même je trouve que son action au gouvernement est plus que limitée. Bon, voilà. Mais bon, on a un très beau dialogue pendant 1 heure. D'abord, 2 choses. Je découvre que sur les 4 AESH, qui s'appellent Sandy, Aline, Hayat et Asia, il y en a 3 qui veulent arrêter le métier. C'est-à-dire un énorme gâchis. Parce qu'elles se sont auto-formées, elles sont allées voir sur Google qu'est-ce que c'était les troubles de l'autisme, comment on allait apprendre à écrire un prénom pour des gens qui souffrent de troubles de la dysgraphie, enfin des tas de trucs comme ça qu'elles ont fait pendant des années de manière personnelle, et parce qu'elles sont dans la même situation que les auxiliaires de vie sociale, elles veulent arrêter le métier parce qu'il n'y a pas de salaire, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance, parce qu'il n'y a pas tout ça. Donc un gâchis pour les enfants, un gâchis pour l'éducation nationale, un gâchis pour elles parce qu'il n'y aura pas validation de leurs compétences, quoi. Bon. Mais surtout, je le redis leurs prénoms, Asia, Aline, Hayat et Sandy. Ça dit des origines diverses. Et pendant tout le tournage, mais je les connaissais déjà d'avant, il n'y a pas eu un seul moment où ce sont les questions culturelles, d'immigration et ainsi de suite qui se sont posées entre elles. Les questions qui se sont posées, c'est le métier. C'est comment on va nous permettre de nous occuper de nos enfants qu'on adore, est-ce qu'on va avoir droit à des formations, comment on va être mieux payé. Voilà les questions qui se sont posées. Donc c'est 2 manières de regarder ces personnes. Soit on les classe, j'irais, par origine, soit on se dit qu'elles sont ensemble pour essayer d'améliorer la société. Et j'espère que dans les mois à venir, on va tous peser pour qu'on ait un combat contre contre ça, quoi. Et donc, comment faire pour que la question sociale, au-delà pour moi de la question sanitaire, mais pour que la question sociale ne soit pas évacuée du débat des prochains mois. Je me bagarrerai à mon poste, et puis vous, j'espère aussi au vôtre, quoi. Voilà. Merci. Alors, autre question ou commentaire ? Non ? Moi, j'en ai juste une pour vous, François Ruffin. Le titre de la prochaine conférence, c'est « L'aide aux personnes âgées, un secteur d'utilité sociale ». Cette phrase, vous la voyez comme une affirmation ou comme une question ? Non, je pense que c'est une affirmation, il n'y a pas débat là-dessus. Je veux dire, je reprends la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. Les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. Donc je pense qu'il n'y a plus à affirmer ça, et il n'y a plus à en affirmer la nécessité aussi, mais même, moi je ne veux pas me situer sur ce registre-là, mais même pour des raisons budgétaires.
on sait que ça va moins coûter. Malheureusement, je crains que la question, elle finisse par être un petit peu traitée pour cette raison-là, parce qu'il va y avoir des pénuries, parce que les cadres dans les associations, ils sont aujourd'hui en difficulté pour recruter. J'aimerais que la motivation, ça soit comment on donne de la dignité aux gens qui s'occupent des personnes âgées et comment on aide, du coup, par un effet rebond, les personnes âgées à ce qu'on s'occupe d'elles dignement aussi. Voilà, moi je voudrais prendre la question par ce biais-là, mais il n'y a pas besoin de l'affirmer. Maintenant, c'est comment on travaille pour que derrière, l'utilité sociale soit reconnue par l'ensemble de la société. Elle l'est sur le plan théorique. Maintenant, il faut rentrer dans le pratique. Et je veux dire, ça se chiffre en dizaines de milliards à l'arrivée. Mais c'est un choix de société de se dire que voilà, il y a un enjeu et on le traite vraiment, on bricole pas et on met pas des pansements là-dessus, quoi. François Ruffin, Bertrand Fragonard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci infiniment. Alors, j'aurais fait tout dans ce colloque. C'est à qui? Bah, Pierre, ça tombe bien, vous allez monter sur scène. Merci encore à vous deux d'avoir été avec nous.